avec ce traitement, notamment le traitement par l'inhibition du système rénine-angiotensine et notamment par l'inhibition de la néprélisine. Alors, place de l'inhibition de la néprélisine dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Quoi de neuf, c'est l'intitulé qui m'a été, donné de vous présenter. Alors, un rappel sur la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque comme étant un parfait déséquilibre entre des systèmes vasoconstricteurs, donc des systèmes qui initialement sont là pour un petit peu répondre à cette situation hémodynamique qui est l'insuffisance cardiaque, et notamment les catécholamines, le système rénine-angiotensine et l'aldostérone. Et il y a aussi ce déséquilibre par le fait qu'il y a une insuffisance des systèmes vasodilatateurs, notamment les peptides natriurétiques, les bradykinin et d'autres. Et ces systèmes est dégradé par des enzymes, et notamment la néprélisine. Et donc, l'idée de traiter l'insuffisance cardiaque par les inhibiteurs de la néprélisine ne date pas d'hier. C'est un travail de plus d'une vingtaine d'années et vient un petit peu enrichir l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, notamment le traitement incontournable qui est le bêta-bloquant, le traitement par les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, les IEC ou les ARA2, et l'inhibition de la néprélisine. Alors, la néprélisine est une enzyme neuropeptidase, donc qui va dégrader des substances qui sont intéressantes pour l'insuffisance cardiaque. Alors intéressantes parce que notamment les peptides natriurétiques, mais d'autres enzymes, des enzymes aussi impliquées dans l'inflammation qu'on va voir à la fin de l'exposé. Alors pourquoi inhiber la néprélisine et empêcher la dégradation des peptides natriurétiques? Eh bien, pour avoir une biodisponibilité de ces peptides natriurétiques chez l'insuffisant cardiaque, et comme on le voit sur ce travail, le fait d'avoir des peptides natriurétiques à taux élevé chez l'insuffisant cardiaque procure une baisse de tension et donc une baisse de post-charge et une amélioration de l'index cardiaque et de la situation hémodynamique, ça, dans le modèle expérimental. Alors, l'inhibition de la néprélisine n'est pas simple parce que cette enzyme est impliquée dans pas mal de réactions enzymatiques. Notamment, alors, à côté du système des peptides natriurétiques, il y a aussi le métabolisme des bradékinines qui est aussi, la néprélisine agit donc en dégradant ces bradékinines, donc en inhibant cette néprélisine, on va aussi inhiber, comme pour les IEC, la dégradation des bradékinines. Intéressante sur le plan hémodynamique, mais avec des risques que l'on va voir surtout quand on l'associe à des IEC. La néprélisine est aussi, elle intervient dans le passage angiotensine 1, angiotensine 1,7 et aussi angiotensine 2. Et donc, chez les patients qui sont COVID+, elle peut avoir, comme les ARA2, des effets bénéfiques. Donc, on verra ça en fin d'exposé. Et quand on voit ce schéma, eh ben, le traitement de l'insuffisance cardiaque ne peut pas faire appel à l'inhibition de la néprélisine seule, mais on doit y associer un inhibiteur du système rénine-angiotensine obligatoire. Donc sinon, on aura une accumulation d'angiotensine et donc un effet complètement annulé. Alors pourquoi? Parce que regardez cette étude qui date des années 90 avec ce produit qui est le condoxatrip, donc un des premiers produits qui inhibe la néprélisine. Bon, quand on injecte ce produit dans le plasma, donc on a une augmentation donc des métabolites des peptides natriurétiques, donc qui prouve que le produit est efficace, donc il inhibe bien la néprélisine, mais on a aussi une élévation d'angiotensine 2. Et donc, si on veut traiter l'insuffisance cardiaque en inhibant la néprélisine, il faut obligatoirement l'associer à un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Alors, on se rappelle, donc, début des années 2000, de l'étude avec l'Omapatria, donc qui est première association inhibiteur de néprélisine et IEC, l'énalapril. Alors, cette étude était négative parce qu'il n'y avait pas de supériorité de ce produit par rapport à l'énalapril. Donc, ça, c'était la première constatation de cette étude.
Et une deuxième constatation, c'est que avec les IEC, on avait, par rapport à l'énalapril, l'étude, donc le produit donnait plus d'effets secondaires de façon très significative, beaucoup de tout, beaucoup et un nombre qui est inacceptable de risques d'angioœdème. Et donc, ce produit a été abandonné. Donc, ça n'a pas été observé que dans une seule étude, mais dans d'autres études comme l'étude en bas. Alors pourquoi ce premier produit n'a pas permis donc de trouver une place dans le traitement de l'insuffisance cardiaque? Bon, regardez, parce qu'en inhibant la, alors pardon, en inhibant l'anéprilésine, il inhibe aussi l'enzyme de conversion et aussi il inhibe un petit peu enzyme qui interfère dans la dégradation des bradykinin. Donc, on a une accumulation qui est très importante des bradykinin qui explique les effets secondaires. Alors, le développement de, du sacubitril valsartan donc, est venu pour un petit peu pallier à ces problèmes parce que ce produit, alors, j'arrive plus à faire avancer les diapos. Ah, voilà. Alors, le produit, il est spécifiquement l'anéprilésine. Donc, l'accumulation des bradykinines est moindre. Il n'y a pas d'inhibition de l'enzyme de conversion et il n'y a pas d'inhibition donc de cette prostaglandine qui est aussi prostacycline qui dégrade aussi les bradykinines. Et donc, c'était intéressant sur le plan expérimental d'opter pour ce produit. Alors, ce produit, on l'a connu maintenant, il y a maintenant 6 ans depuis la publication de l'étude Paradigme. Donc, on a une inhibition d'un côté de la dégradation des peptides natriurétiques, notamment le BNP. Donc, on a une élévation de ces peptides qui est intéressante pour l'hémodynamique cardiaque. Et aussi, on a par le valsartan une inhibition donc, de l'effet de l'angiotensine 2 par le biais du blocage des récepteurs AT1R. Alors, dans cette étude, l'efficacité elle est clinique, mais aussi biologique. On remarque que chez les patients qui prennent ce produit, il y a une baisse significative du taux de NT-proBNP, donc qui prouve l'efficacité du produit sur le plan hémodynamique. On a une élévation du peptide natriurétique, c'est aussi une efficacité, mais le point qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez surveiller l'efficacité de ce produit, bon, il faut le surveiller par le NT-proBNP et pas par le BNP parce que le taux de BNP, c'est l'accumulation entre deux valeurs, une valeur due à la baisse et à l'amélioration de la situation hémodynamique, mais aussi à l'élévation due à l'inhibition de la dégradation de ce produit par la néprilésine. Alors, dans l'étude Paradigme, le NT-proBNP a baissé sous ce produit et il a baissé moins par l'énalapril avec une différence significative. Ce produit fait baisser aussi la troponine par rapport à l'énalapril et on sait très bien que la troponine peut être utilisée aussi comme un facteur pronostic dans l'insuffisance cardiaque. Ceci qui a témoigné un petit peu de l'efficacité de ce produit. Sur le plan clinique, vous connaissez donc le bénéfice d'utiliser ce produit dans l'étude Paradigme avec une amélioration et une réduction du taux de mortalité, surtout cardiovasculaire, mais aussi toute cause, comme critère primaire, et une réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc tout ceci maintenant est un rappel, mais surtout ce qu'il faut, on attendait plus sur ce produit comme pour l'ancien produit que nous avons présenté tout à l'heure, c'est surtout son innocuité. Alors, ce produit, sur le plan rénal, il est mieux, il se comporte mieux que l'IEC, donc il y a moins d'aggravation de l'insuffisance rénale que l'énalapril. Il y a moins d'hyperkaliémie, donc, et surtout chez les patients chez qui on associe ce produit avec les inhibiteurs de l'aldostérone, il y a moins de tout et en termes de risque d'angioëdème, c'est similaire dans les deux bras. Alors le seul souci, c'est un petit peu l'hypotension parce que ce produit est plus efficace, il a un effet vasodilatateur par le valsartan, un effet diurétique par inhibition de dégradation des peptides natriurétiques,
Ces hypotensions, généralement, dans la vie courante, dans les études qui ont suivi, ne montrent pas que ça bloque un petit peu l'utilisation de ce produit. Il suffit de diminuer un peu les doses de diurétiques pour remonter un peu la tension et utiliser ce produit. Alors, après, cette étude a été relue et beaucoup d'analyses post-hoc ont été réalisées pour voir un petit peu les groupes qui bénéficient le mieux de ce produit. Alors, pour les patients qui ont une tension basse, ben, l'analyse en post-hoc a montré que le produit pouvait être utilisé même chez les patients qui avaient moins de 95. Il suffit donc d'arrêter les IEC. Bon, après 36 heures, vous avez une petite élévation de la tension, donc vous pouvez introduire. Sauf qu'il faut quand même noter que le produit est surtout efficace pour les patients qui ont des tensions qui sont supérieures ou égales à 110 par rapport à l'IEC. Sinon, en moins de 110, la différence n'est pas significative. Alors, qu'en est-il du risque rénal d'utilisation de ce produit? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc il y a eu des analyses post-hoc de l'usage de ce produit. Alors, ce produit, dans l'étude Paradigme, on a exclu les patients qui avaient une insuffisance rénale sévère, donc il fallait avoir un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30 et une calémie moins de 5,2. Mais il faut savoir qu'actuellement, il y a des études en cours qui vont tester ce produit, même pour l'insuffisance rénale sévère jusqu'à 20 de débit de filtration glomérulaire, donc c'est en cours d'étude. Pour le risque d'hyperkaliémie, alors il n'y a pas eu de différence entre les deux bras, mais concernant les patients qui avaient aussi les inhibiteurs de l'aldostérone, le taux d'hyperkaliémie observé avec l'association enalapril était supérieur au bras utilisant ce produit. Alors tout ça, bon, j'ai perdu la main. Alors, pour ce qui est des patients qui ont une insuffisance cardiaque avec une baisse de la fraction d'éjection sévère, bon, plus la fraction d'éjection est basse et plus ce produit est efficace par rapport aux patients qui ont une altération modérée de la fraction d'éjection. Donc, chez les patients qui tirent plus bénéfice de ce produit sont les patients qui ont une fraction d'éjection basse. Les diabétiques, alors les diabétiques tirent bénéfice de ce produit, et d'ailleurs, dans les nouvelles recommandations de 2019 de la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez le diabétique, on retrouve ce produit en première ligne. Alors, en plus de l'effet hémodynamique, il y a même un effet sur le contrôle glycémique par la baisse de l'hémoglobine glyquée chez les patients insuffisants cardiaques qui sont traités par ce produit par rapport à l'enalapril. Bon, ça, c'était des analyses post-hoc, donc comme vous l'avez vu, publiées dans le Lancet, dans le JAMA, donc dans des revues prestigieuses concernant cette étude et des sous-études qui ont suivi. Alors, quoi de neuf concernant l'inhibition de l'anéprilésine dans l'insuffisance cardiaque? On commencera par la fraction d'éjection altérée. Alors, l'étude pionnière, donc on vous a parlé de cette étude. Premiers résultats, ils sont tombés en fin 2018 et on a eu un prolongement des résultats. On a eu un deuxième travail de prolongation de l'étude. On a eu donc une deuxième publication en 2019. Alors, c'est quoi cette étude? Parce que le problème que posait Paradigme, c'est qu'il fallait avoir des patients stabilisés, donc au moins 4 à 8 semaines de stabilité avant de démarrer le traitement. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait aussi faire comme pour les IEC, les bêta-bloquants, initier le traitement en phase hospitalière? Et donc, c'est ça l'étude. Alors, l'étude, elle n'est pas jugée sur le bénéfice clinique, mais surtout sur le bénéfice biologique, diminution des biomarqueurs comme critère primaire, et le bénéfice clinique en secondaire, et aussi comme critère secondaire la tolérabilité. Alors, comme vous le voyez, par rapport à l'enalapril, dans cette étude, quand on initie le produit
pendant l'hospitalisation, juste après stabilisation d'une insuffisance cardiaque aiguë, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque décompensée qui arrive, donc généralement 6 heures de stabilité. Le patient devait être à 24 heures d'une perfusion de drogue inotrope, mais sinon, il pouvait être sous diurétique injectable ou sous vasodilatateur, ça ne posait pas de problème. Alors, par rapport à l'énalapril, il y a une baisse significative du taux de peptide natriurétique de NT-proBNP par rapport au bras sacubitril/valsartan. Ça, c'est pour le critère primaire. Alors, pour le critère secondaire, on a remarqué donc le même bénéfice clinique qu'on a vu dans l'étude Paradigme, c'est-à-dire on a une baisse de la mortalité, des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, nécessité de transplantation cardiaque chez les patients qui ont pris ce produit. Alors, pas pourquoi il parle là. Cette année est donc communiquée dans le dernier congrès de l'ES 2019, donc une progression des résultats. Qu'est-ce qu'on fait après 8 semaines de randomisation? On a remis les patients, tous les patients, des deux groupes sous cette association inhibiteur néprilizine-valsartan pendant 4 semaines. Donc, on a remarqué que les patients qui étaient sous enalapril ont rejoint les patients qui étaient sous sacubitril/valsartan, donc en termes de différence de baisse de NT-proBNP. Et ce qui est important, c'est que les patients qui ont initié donc l'association au départ, c'est-à-dire les patients en bleu, ont gardé une différence en termes de critères cliniques, c'est-à-dire en termes de mortalité et hospitalisation essentielle. Et donc, il est bénéfique, il est intéressant donc de commencer à initier ce traitement juste après stabilité de l'insuffisance cardiaque. Il faut rappeler les insuffisants cardiaques, 50% étaient d'une insuffisance cardiaque de découverte récente. C'est-à-dire que c'est la première décompensation qui révèle l'état d'insuffisance cardiaque chez ces patients. Et donc, ce traitement peut être utilisé chez des patients qui n'ont jamais pris d'IEC ou d'ARA2 auparavant et des patients qui ne sont pas connus porteurs d'insuffisance cardiaque. C'est la nouveauté de cette étude. Alors, la même année, il y a une étude, mais surtout une étude de sécurité, parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut introduire ce traitement juste après stabilité clinique d'une insuffisance cardiaque décompensée ou non? C'est l'étude de transition, donc dont les résultats. Alors, les résultats, alors c'est une analyse post-hoc d'une première étude qui a été faite. Alors, un bras de patients chez qui on initie le traitement en hospitalier, un autre bras où on initie le traitement après une phase, bien sûr, de traitement médical optimal et puis en consultation. Alors, il y a deux patients. Il y a des patients qui sont de nouveau, des patients qui sont connus porteurs d'une insuffisance cardiaque chronique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme intérêt à initier ce traitement chez ces patients à l'hôpital? Eh bien, pour ces patients qui sont de nouveau, on atteint les doses optimales, c'est-à-dire les doses de 100 fois 2, plus fréquemment que les patients qui étaient connus porteurs d'une insuffisance cardiaque. On atteint donc les doses optimales et surtout, on a sur le plan de la safety, c'est-à-dire de la sécurité, on n'a pas d'effet secondaire avec cette démarche par rapport à laisser l'introduction après une stabilité de quelques semaines. Alors, sur le plan efficacité, surtout biologique, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour suivre le bénéfice clinique qui a été vu dans les deux études précédentes, donc il y a un bénéfice clinique, un bénéfice biologique de baisse du NT-proBNP de façon significative pour ces produits. Alors, une dernière étude aussi dans ces nouveautés concernant l'inhibition de la néprilésine dans l'insuffisance cardiaque, c'est l'effet sur le remodelage. Savoir que le remodelage inverse, on l'a vu médicalement avec les bêta-bloquants, avec les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, notamment les IEC.
Alors, même ce produit, cette association, elle permet ce remodelage. Alors que dans l'insuffisance chez les patients, dans l'étude paradigme, par rapport à l'enalapril, le produit donc, a permis donc, une baisse des marqueurs de mauvais pronostic de l'insuffisance cardiaque, notamment de fibrose, comme le montre cette analyse post-hoc. Et dans l'étude que je vous ai montrée, qui a été présentée récemment dans le congrès ESC, donc une amélioration de la fraction d'éjection, mais surtout une réduction des volumes ventriculaires avec une réduction significative de l'insuffisance mitrale fonctionnelle ou ischémique, si vous voulez, chez ces patients. Alors, bien sûr, ce remodelage inverse s'associe à une baisse du NT-proBNP. Alors, des recommandations dont on dispose actuellement sont un petit peu en retard par rapport à toutes ces études, et donc certainement les prochaines recommandations attendues en 2021 pour l'insuffisance cardiaque de l'ESC et probablement cette année ou l'année prochaine pour les Américaines. Et donc, le produit, il est en troisième intention, mais si on considère les études que je vous ai montrées, certainement, il va remonter un petit peu là parce que on n'aura pas un passage obligatoire par les anti-aldostérone, ni par les IEC ou les ARA2, et donc on espère que probablement dans les prochaines recommandations, ce médicament pourra être initié chez les patients juste après stabilité, après déplétion par les traitements diurétiques. Alors, pour les Américains, là aussi, on est un petit peu en deuxième, troisième intention, c'est-à-dire après stabilité sous IECRA2, on peut penser chez les patients qui restent symptomatiques classe 2, classe 3, de changer le traitement quand il est toléré, IEC ou ARA2, par cette association. Alors, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, y a-t-il du neuf? Alors, vous savez, donc, il y a l'étude Paragon. Alors, l'étude Paragon a été présentée dans le dernier EC. Elle a été aussi représentée dans le dernier ACC. Donc, cette étude qui compare l'effet de l'inhibition donc de cette association sacubitril-valsartan, donc supérieur de 100 x 2 par rapport au valsartan 160 x 2 chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection supérieure ou égale à 45%. Alors, dans cette étude, vous connaissez les résultats, certainement. Alors, on a raté de peu la positivité parce qu'on est à 0,0.6, donc de probabilité d'erreur. Et donc, l'étude a été jugée négative sur le critère primaire. Alors, c'est surtout alors, il n'y a pas de différence de mortalité entre les deux groupes. Un petit peu, un petit point positif de réduction des hospitalisations par rapport au groupe valsartan. Ce qu'il faut noter, c'est que le groupe des dames, donc les sujets de sexe féminin, donc l'étude est positive. Et donc, il serait peut-être probablement intéressant demain d'étudier ça de près. Donc, les sujets qui sont de sexe féminin donc, tirent bénéfice par rapport aux hommes de cette association quand ils ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Il y a aussi les patients qui ont une fraction d'éjection qui n'est pas supérieure à 57, disons 60%, donc on peut dire dans la tranche 45-55%, l'étude est positive. Alors, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire et notamment, il faut actuellement, on revoit un petit peu, probablement, on est en train de réfléchir à revoir le concept d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée et notamment la définition même de cette entité. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le dernier congrès de l'ACC, qui était un congrès virtuel, l'étude quand même est positive sur le plan biologique parce que le groupe de patients qui prend l'association diminue de façon significative le taux de NT-proBNP par rapport aux patients qui ne le prennent pas. Donc, mais cette diminution biologique ne s'accompagne pas d'un bénéfice clinique
Et donc, c'est pour cela qu'il va falloir peut-être travailler sur le concept même, la définition de cette affection. Alors, je vais terminer pour revenir un petit peu à la pandémie de Covid. Alors, beaucoup d'entre vous se posent certainement la question, est-ce que ce produit, s'il est pris par les insuffisants cardiaques, est-ce qu'on va le continuer chez les patients qui sont infectés de Covid? Il faut rappeler, d'ailleurs, M. le ministre l'a bien rappelé dans ses deux communications précédentes, c'est que les insuffisants cardiaques, c'est un groupe à haut risque quand ils sont infectés de Covid. Donc, c'est un groupe donc c'est un groupe qui va faire des formes graves et aussi des formes compliquées. Ça pour l'insuffisant cardiaque. Alors, ce qui est maintenant établi, et d'ailleurs toutes les grandes sociétés savantes ont communiqué sur ce point, la Société européenne, la Société américaine de cardiologie, c'est que pour l'insuffisant cardiaque qui est infecté de Covid, il ne faut pas arrêter le traitement, il faut conduire tous les traitements. Donc, il n'y a pas de traitement arrêté s'il est sous IEC, s'il est sous ARA2 ou s'il est sous inhibiteur de la néprilysine. Ça, dans un premier temps. Si on va arrêter, c'est les patients qui sont sévères en réanimation. Et là, c'est surtout sur le plan hémodynamique qu'on va être obligé d'arrêter ce traitement. Alors, j'ai trouvé par hasard, cette semaine est paru un petit peu ce papier concernant l'inhibition de la néprilysine chez les patients qui sont porteurs de Covid-19. Alors, hier, avec le professeur Patak, il a un petit peu abordé le sujet concernant les IEC et les ARA2. Et donc, il a bien expliqué qu'il y a une surexpression de la CO2 et cette surexpression de la CO2 interfère dans le métabolisme du système rénine-angiotensine. Et donc, on a une augmentation de l'angiotensine 2 chez ces patients. Et donc, les patients qui sont sous IEC et notamment sous ARA2, ils doivent rester sous ARA2. Alors, il est probable que les ARA2 seraient bénéfiques dans cette affection. Il est probable, d'ailleurs, des études sont en cours pour le prouver. Alors, les auteurs de cet article, ici, donc c'est un article de cette semaine, ils pensent aussi que l'inhibition de la néprilysine associée à l'ARA2 serait aussi bénéfique sur le plan physiopathologique. Ça reste à prouver parce que d'un côté, on a l'inhibition du système rénine-angiotensine, et donc l'angiotensine 2, qui s'emballe chez ces patients, et donc elle est bloquée par l'ARA2. Et d'un autre côté, on a l'inhibition de la néprilysine, qui a même des propriétés anti-inflammatoires associées aux autres propriétés intéressantes chez l'insuffisant cardiaque. Et donc, probablement, ce traitement, ça reste à prouver, serait aussi bénéfique chez ces patients. Donc, des études seront certainement établies et lancées sur ce point. Alors, les messages importants avant de terminer. Pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, l'inhibition de la néprilysine maintenant avec les récentes études de 2019 et communiquées même cette année. Donc, ça reste une voie incontournable maintenant. Chez les patients stables symptomatiques sous traitement optimal, en ambulatoire, donc en hôpital du jour, quand on revoit ces patients, il faut les remettre sous cet inhibiteur de la néprilysine si on n'a pas initié le traitement pendant l'hôpital. Alors, ce qui est intéressant maintenant avec les récentes études, c'est qu'il va falloir commencer à initier ce traitement à l'hôpital, donc pour tirer bénéfice de façon encore optimale de ce traitement. Pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc l'association n'est pas supérieure à l'ARA2 dans le Paragon, donc c'est la conclusion principale. Mais il y a de l'espoir parce que l'effet, comme on l'a vu, il est bénéfique chez la femme. Il est bénéfique dans la tranche 45-55 un petit peu de la fraction d'éjection. Il baisse de façon significative le taux de NT-proBNP chez ces patients et donc il devrait être intéressant. Donc, et on pense que probablement il va falloir revoir un petit peu le concept de cette maladie et redéfinir un petit peu cette maladie parce que probablement qu'il y a beaucoup de groupes dans cette pathologie et à classer. Alors, il y a aussi l'espoir à associer ce traitement au minéralocorticoïde dans cette entité. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente, mes chers amis.
Merci Atif pour cette excellente revue de la littérature concernant le traitement par les inhibiteurs de la néprilysine et chapeau bas puisque tu as fait un clin d'œil aussi par rapport au contexte et à l'éventuelle efficacité ou utilité de ce traitement dans cette infection redoutable. Alors comme tu es sur la plateforme, je vais commencer par les questions qui te sont adressées. Pour faire plus vite. Donc, il y a la question à tout seigneur, tout honneur, la question de M. Harbi qui nous a rejoint en fin de séance et qui pose la question de savoir si on peut associer l'Uperio à un IEC. Est-ce qu'il faut associer? Est-ce qu'on peut associer l'Uperio avec un IEC? Non, on ne peut pas l'associer parce que pour mettre en route le traitement, il faut obligatoirement arrêter l'IEC au moins pendant 36 heures. Si on revient à la première étude que j'ai montrée sur le Mapatria, le fait d'avoir l'inhibition de la néprilysine avec un IEC, donc on va bloquer de façon très importante la dégradation de l'accumulation de ces bradykinin. Et donc, même si on peut avoir un effet hémodynamique intéressant, mais on aura une accumulation qui est avec un taux d'effet secondaire. Et donc, cette option a été abandonnée au profit de cette nouvelle association. Bon, elle n'est plus nouvelle parce qu'elle date maintenant de plus d'une dizaine d'années. Donc, cette association qui permet à la fois un blocage de la dégradation des peptides, mais un moindre blocage de dégradation de bradykinin et qui n'est pas accentué par une association d'IEC. Donc, finalement, ce médicament ne peut pas être associé avec l'IEC. Par contre, il est associé facilement avec l'inhibiteur, avec les anti-aldostérones. Ça, c'est aussi intéressant, même avec un taux d'hypercalémie qui est inférieur si on associe un ARA2 ou un IEC avec l'anti-aldostérone. La question du professeur Bourouche qui dit que l'hypocalémie et l'hyponatrémie sont des complications possibles donc, dans la vraie vie chez l'insuffisant cardiaque, notamment avec dysfonction VG sévère. Que dit la littérature dans la conduite à tenir dans pareil cas? Hypocalémie et hyponatrémie chez les patients insuffisants cardiaques sévères. C'est-à-dire pas nécessairement les patients qui sont sous ce traitement, parce que ce traitement, il va augmenter. C'est-à-dire si vous mettez un patient sous inhibiteur de la néprilysine et associé avec un ARA2, vous aurez plus donc un effet anti-aldostérone à la fin de la chaîne et donc vous aurez une tendance à l'hypercalémie. Donc avec ce produit, on craint plus l'hypercalémie que l'hypocalémie. Maintenant, pour l'insuffisance cardiaque sévère, le risque d'hyponatrémie et le risque de l'hypocalémie, ça, c'est des risques qu'il faut savoir gérer. Donc, bien sûr, un monitoring quand le patient est à l'hôpital, mais aussi par ces structures maintenant qui voient le jour dans notre pays, donc des structures d'hôpital du jour dédiées à l'insuffisance cardiaque. Il y en a maintenant à peu près, donc à ma connaissance, il y a pas mal d'unités maintenant qui s'intéressent à ça et donc qui permettent en ambulatoire d'éviter ces problèmes. C'est-à-dire chaque fois que vous avez de l'hypocalémie, donc vous allez ajuster votre traitement pour soit en diminuant un peu les diurétiques, soit en augmentant donc le traitement supplétif. Par contre, l'hyponatrémie en ambulatoire, on peut l'avoir chez le sujet âgé quand il y a des passages en aigu, notamment quand ces patients font de
la diarrhée ou font des vomissements. Mais généralement, c'est une complication qu'on a essentiellement à l'hôpital quand on a le patient qui est en décompensation. Donc ça, c'est des problèmes qu'on gère en aigu. La question du professeur Abdelali concernant l'upério et l'insuffisance cardiaque diastolique de par son effet anti-inflammatoire et puisque ça diminue la fibrose. Qu'en est-il dans l'insuffisance cardiaque diastolique? Oui, dans l'insuffisance cardiaque diastolique, le traitement a été prometteur. J'ai beaucoup d'espoir à ce traitement parce que non seulement il y a ce blocage de la voie du système rénine-angiotensine qui est intéressant sur le plan hémodynamique, mais aussi il y a cette diminution de dégradation des peptides natriurétiques, mais aussi donc, dégradation des autres substances qui sont intéressantes chez l'insuffisance cardiaque, notamment profibrosante ou pro-inflammatoire. Bon, ça sur le plan un peu physiopathologique du traitement. Par contre, sur le plan clinique, il n'y a pas eu de différence par rapport au bras des ARA2. Bon, il y a c'est-à-dire on peut se poser la question pourquoi on a choisi l'ARA2 dans le bras comparatif aussi. Parce que ces patients sont souvent hypertendus, et donc il fallait avoir un médicament qui est un petit peu similaire pour montrer un petit peu la valeur ajoutée de cet inhibiteur, de cette inhibition de la nitrilysine. Alors, il y a encore de l'espoir dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, mais il va falloir un petit peu la revoir, la revisiter, essayer de mieux la classer et de mieux la définir pour pouvoir lui proposer des traitements qui probablement seraient intéressants. Une autre question du professeur Abdelali, est-ce qu'un patient sous upério avec un syndrome coronaire aigu, est-ce qu'il faut se fier à la troponine? Alors le traitement, donc le patient sous upério, le patient sous upério qui fait un syndrome coronaire aigu, alors bon, c'est un patient qui est insuffisant cardiaque. Alors, on sait que l'élévation de la troponine chez l'insuffisant cardiaque, elle est difficile à interpréter, mais et souvent on attribue, comme a dit hier, que cette élévation de troponine chez les patients insuffisants cardiaques plutôt à une valeur pronostique qu'une valeur diagnostique de la maladie coronaire et du syndrome coronaire aigu. Donc ça, on le voit dans notre pratique. C'est toujours difficile à interpréter. Alors, est-ce que ce traitement interfère avec la troponine? Il interfère directement en améliorant ces patients, donc en baissant le taux de troponine qui est souvent élevé chez ces patients insuffisants cardiaques. Donc, mais il n'a pas un effet direct de cette substance ou de ce produit, de ce médicament sur l'élévation de la troponine. Atif, on va poser quelques questions à Zoubida. Merci. On baisse le taux de troponine. On revient oui. avec Merci Madame la Présidente. Et merci Oh, à tu tous. es toujours avec nous. Il y aura d'autres questions peut-être si on a encore le temps pour toi. Donc, Zoubida, il y a beaucoup de questions aussi en matière de traitement anticoagulant, puisque tu nous as parlé de pseudo-CIVD avec plutôt un versant thrombotique qu'un versant hémorragique. Et Madame Abdelali demande quel est le taux cut-off de D-dimer pour anticoaguler à visée prophylactique ou à visée curative. Est-ce qu'il y a un taux de cut-off de D-dimer pour choisir? En fait, c'est un cut-off qui doit être adapté au risque du patient. Il faut que les patients soient en réanimation. C'est pas ils ont 3000 de D-dimer et ils sont tranquilles chez eux, ce qui est en général pas le cas. Mais il faut considérer qu'on ne va pas prendre qu'un élément biologique sur lequel on va traiter les patients et on va considérer qu'on est dans un contexte général. Et le cut-off qui est proposé par le GIHP est 3000 nanogrammes par millilitre de D-dimer et d'un taux de fibrinogène qui dépasse 8 grammes par litre.
Et dans ce cadre-là, c'est un traitement curatif qui est proposé effectivement. Concernant les recherches que tu as faites dans séries chinoises et françaises, est-ce que les patients, y avait-il des patients qui étaient préalablement sous anticoagulants pour une autre pathologie? Il n'y a pas eu de signal. J'ai vu les questions, il n'y a pas eu de signal sur le fait que les patients anticoagulés à l'avance ou qui avaient une anticoagulation au long cours faisaient des Covid plus graves ou moins graves. Il n'y a pas eu de signal dans ce cadre-là. D'autant qu'à chaque fois qu'ils rentraient en unité de soins intensifs ou qu'ils s'aggravaient un petit peu, l'anticoagulation orale était arrêtée et relayée par une anticoagulation parentérale. Donc pas de signal sur le caractère protecteur ou non protecteur de l'anticoagulation en elle-même. Après, bien évidemment, ils sont anticoagulés parce qu'ils ont des pathologies sous-jacentes qui font partie des mauvaises comorbidités, justement, du pronostic. Et une autre question aussi concernant le passage le choix entre traitement curatif et prophylactique, toujours du traitement coagulant, à part les dédimères, est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels on se base pour traiter à dose curative ou à dose prophylactique ces patients Covid, autres que les dédimères? En fait, il y a le bon sens, il y a le fait que si un patient a thrombosé un café ou a thrombosé une voie centrale, c'est bon, il va avoir une et s'il a des marqueurs de la coagulation qui commencent réellement à chauffer, comme on dit, qui commencent à s'aggraver chez un malade, encore une fois, qui va avoir besoin d'oxygène et qui va éventuellement être mis en assistance respiratoire, là, on va passer en curatif si les chiffres dont on a parlé, les dédimères et le fibrinogène montent. Bien évidemment, quand on met une ECMO, on anticoagule les patients, donc ça, on ne revient même pas dessus. Je voudrais juste aussi également insister sur la thromboprophylaxie. Quand on ne met pas les patients en curatif, on leur met une thromboprophylaxie plus, c'est-à-dire on n'est pas 0,4 ou 0,6 chez les obèses ou 0,4 x 2 chez les obèses. On veut vraiment du 0,6 x 2. Et dans l'étude des Hollandais, les 30% de patients qui ont fait des complications thrombotiques étaient sous thromboprophylaxie standard. Et cette étude soulève bien le fait qu'ils ont besoin d'un petit peu hospitalisés en milieu de réanimation. Merci Zoubida. Pour la durée du traitement anticoagulant après, à la sortie ou à la guérison du Covid, est-ce qu'il y a des données? On a signalé des événements à distance des événements thromboemboliques à distance de l'épisode infectieux. Comme pour toutes les autres pathologies infectieuses, où souvent ce sont des patients qui n'ont pas été diagnostiqués au moment où ils étaient en phase aiguë, et donc il faut les anticoaguler de manière standard. Tant qu'ils sont en hôpital ou tant qu'ils sont on va dire, pas tout à fait stables, on va garder le traitement parentéral, comme toutes les embolies pulmonaires qui ne sont pas stables. Et dès que les patients se stabilisent et qu'ils sortent en salle et qu'ils ne sont plus en unité de soins intensifs, on peut les mettre sous anticoagulants oraux, que ce soit AVK ou anticoagulants oraux directs. Et après, ça va être la durée qu'on va juger bonne pour ces patients qu'on aura considéré ayant fait une thrombose veineuse profonde majeure, mais secondaire à un événement majeur là aussi. Donc en général, s'ils n'ont pas de facteur de risque surajouté, ça va être 3 à 6 mois d'anticoagulation. Est-ce que c'est curative. Chez ces patients, est-ce qu'on fait des bilans de thrombophilie ou pas? Et dans quel cas? Clairement non, parce que clairement non, on ne va pas les faire au moment où ils sont en période d'orage cytokinique, parce que le bilan va être totalement perturbé. Il n'y a pas réellement d'éléments qui ont été décrits à ce niveau-là. Les bilans de thrombophilie qui ont été un petit peu suggérés, il y a 3 cas qui ont été rapportés sur des antiphospholipides. Je n'ai même pas voulu en parler parce que c'était des cas poussiéreux. C'est
3 cas d'antiphospholipides à des doses faibles. C'est des IgA qu'on sait ne pas être thrombogènes. Donc, pour l'instant, pas de bilan de thrombophilie chez ces patients. On se contente de dire qu'ils ont fait un épisode thrombotique majeur sur un facteur de risque majeur qui est la réanimation et l'alitement. Il y a une autre question du professeur Abdelali est-ce qu'il y a une corrélation entre le degré de la charge virale et les problèmes d'hémostase? Non, c'est pas ressorti. Il y a pas de. La majorité des études ne font pas de charge virale. Hein. La charge virale, c'est compliqué à faire on n'a pas encore aujourd'hui d'éléments pour nous dire que voilà, ça sert à quelque chose et que les malades qui auraient une charge virale augmentée font une maladie plus grande, plus sévère. Donc non, pas vraiment sur ça. Et à la limite, au moment où la charge virale va baisser, ce moment finalement de hyper-réaction immune de l'organisme, il n'y a pas beaucoup de virus, et c'est à ce moment-là où ils font les gros problèmes de coagulopathie, et on pense que cette coagulopathie est clairement en rapport avec les cytokines, l'inflammation, que le virus lui-même. Une question sur la corticothérapie, quand démarrer, et est-ce que sur des signes biologiques, est-ce qu'il y a une place à la corticothérapie? On entend tout, n'importe quoi et beaucoup de choses et rien sur les corticoïdes. Et franchement, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, quelqu'un va pouvoir dire que clairement, voici la position qu'on doit avoir sur la corticothérapie. Ce qu'il semble, c'est que quand on va chez des malades, chez des patients qui sont en train de s'oxygène, avec des LDH qui montent, une ferritine qui monte, une CRP qui monte, qui commencent à faire de la fièvre, c'est des patients qu'on sent qui vont basculer. Peut-être qu'être très proactif chez ces patients, dès qu'ils commencent à être un petit peu essoufflés ou qu'on commence à avoir besoin d'oxygène chez eux, peut-être leur mettre une corticothérapie et comme font les pneumologues en général ou comme on fait dans le estrade de la grippe en général ou dans les maladies autres virales qui donnent des pneumopathies comme ça. Ça a marché, ça semble marcher pour les corticoïdes, ça semble aussi marcher pour les inhibiteurs de l'interleukine 6, pour le tocilizumab. Plus on les utilise tôt, avant vraiment que s'installe l'augmentation très importante des cytokines, plus ça a l'air de marcher un petit peu. Donc l'idée, c'est les patients qui doivent être hospitalisés, qui vont s'aggraver vraiment en surveillance horaire. On doit être très proactif chez eux, à tout point de vue, tant sur le plan de l'anti-inflammation, que sur le plan de la surveillance de l'oxygénation, que sur le plan de l'anticoagulation. Et c'est la seule chose qu'on peut leur proposer. Finalement, on n'a rien d'autre à leur proposer que ça. Donc, on reste toujours dans la rubrique thérapeutique, des questions qui te demandent ce que tu penses du traitement macrolide plus céphalosporine 3G. Plus chloroquine, tu veux dire? Non, macrolide, parce qu'il y a eu des choses dites. Oui. Est-ce que... sincèrement, j'ai lu suffisamment de choses pour savoir que ça va traiter les surinfections et ça ne va pas traiter la maladie, on va dire virale entre guillemets. Après, tout ce qui est rapporté, c'est des expériences monocentriques. Chacun y va de son expérience personnelle. Et bon, voilà. J'ai pas d'avis particulier à donner à ce niveau-là. Plaquenil ou Nivaquine? Plaquenil certainement mieux toléré que Nivaquine, mais en termes d'efficacité, c'est exactement la même efficacité. L'intérêt de cette molécule, c'est vraiment d'empêcher la multiplication virale à l'intérieur de l'endosome. C'est l'acidification de l'endosome. C'est quelque chose qu'on avait déjà utilisé pour vous, cardiologues, dans l'endocardite à fièvre Q. Quand on utilise le plaquenil chez ces patients, on arrive à réduire la durée de traitement. Au lieu que ça soit 3 ans, c'est 1 an. Et le but, c'est vraiment parce que ça limite la réplication virale ou bactérienne au niveau de l'endosome parce que ça l'acidifie. Donc, oui, plutôt plaquenil parce que c'est mieux toléré que nivaquine, mais en termes de mode d'action, c'est la même chose.
Une question du professeur Harbi. Y a-t-il un bon facteur de croissance pour les plaquettes? Oui, mais oui, il y a de bons facteurs de croissance pour les plaquettes qui sont. Mais en général, encore une fois, dans les lectures, il y a exceptionnellement besoin de monter les plaquettes chez ces patients. Exceptionnellement besoin de monter les plaquettes. En général, les thrombopénies, même quand elles sont sévères, elles ne sont pas à moins de 30 000. Et c'est pour ça que ces patients ne font pas de complications hémorragiques. Donc, hors Covid, oui, on peut utiliser chez des patients qui font des thrombopénies, mais pas des thrombopénies de consommation, des thrombopénies immunes ou autres, on peut utiliser ce qu'on appelle les analogues de la thrombopoïétine, qui sont des médicaments qui marchent très bien dans certaines thrombopénies. Ces molécules n'ont pas été utilisées dans les thrombopénies dites de consommation chez les patients Covid sévères. Il me semble qu'il y a un papier qui est passé aussi, effectivement, comme tu l'as bien souligné, c'est plus la thrombose qu'on craint, mais il me semble qu'il y a eu des papiers qui parlent d'hémorragie digestive chez les malades en réanimation, un petit surrisque dû à une atteinte microvasculaire. C'est comme il me semble pas qu'il y ait un signal majeur, mais c'est des patients qui font toutes les complications de réanimation possibles et imaginables. On a aussi beaucoup parlé, j'ai entendu parler de vascularite chez ces patients. Il n'y a pas de vraie vascularite chez ces patients. Hein. C'est une lésion endothéliale avec de l'inflammation périvasculaire. Ce n'est pas le primum movens de la maladie, ce n'est pas une vascularite. Hein. Donc oui, on peut avoir des troubles de la microcirculation au niveau même de l'épithélium digestif, de la même manière qu'on aura des troubles de la microcirculation pulmonaire, cutanée, neurologique, ça a été décrit également, et cardiaque, avec vos myocardites et avec vos pseudo-infarctus chez ces patients. Et une autre question concernant la colchicine, à ma connaissance, il n'y a pas encore de résultats, mais c'est une question qui est posée. Est-ce qu'il y a des résultats des études canadiennes sur la colchicine? Il faut bien se mettre dans la tête que c'est des patients qui, quand ils rentrent en réa, ce n'est pas la colchicine qui va leur faire du bien. Hein. Donc, est-ce que donner la colchicine au tout début chez ces patients, franchement, je n'ai pas d'avis à donner. A priori, moi, je dirais qu'il n'y a pas réellement de rationnel. La colchicine, c'est un bon anti-interleukine 1, un bon anti-chimiotactique pour les polynucléaires neutrophiles. Mais de là à inhiber l'aura cytokinique, sincèrement, on n'a pas vu de choses passer à ce propos-là. Il y a une autre question et qui souligne l'importance de l'obésité comme sur un gros facteur de risque. Et par rapport à ça, je pense que la question, est-ce qu'il y a une surveillance anti-DISA chez ces patients? Absolument. Pas que chez ces patients, chez tous les patients qu'on va traiter, qu'on va anticoaguler, parce que c'est très compliqué, ils sont très compliqués à surveiller. Et d'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils consomment dans cette fameuse coagulopathie, ils consomment tous les facteurs. Ils consomment également l'antithrombine, ils consomment la protéine S, la protéine C. Et l'antithrombine baissant un petit peu, l'efficacité de l'héparine va baisser un petit peu. Donc si on veut réellement savoir est-ce qu'on est efficace ou pas, il faut faire des anti-DISA avec des cut-offs d'anti-DISA qui sont un petit peu qui sont au-dessus des seuils qui sont acceptés en général. Et donc autant pour le curatif que pour le prophylactique. Et effectivement, quand on a un obèse, on va majorer les doses de la prophylaxie et du curatif et on va aller cibler un anti-DISA qui est légèrement supérieur aux anti-DISA qui sont classiques. Toujours avec les essais, que penses-tu des essais australiens avec associant antiparasitaire et telmisartan? Je n'ai pas d'avis à donner. Antiparasitaire et telmisartan et ARA2. Non, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'il y a de bons répondeurs à l'association plaquenil Zitromax, zithromycine? Sincèrement, je pense qu'il y a de bons répondeurs parce que le rationnel virologique a été démontré. On a beaucoup critiqué le professeur Didier Raoult de Marseille
Nous, on a eu la chance en médecine interne de l'avoir en conférence il y a 3 ou 4 ans. C'est un monsieur brillantissime. Et je ne suis pas sûre que ça soit quelqu'un qui soit totalement en dehors des clous sur le plan scientifique. Je pense que son étude a un rationnel qui est que si on arrive à empêcher la réplication virale dans les premiers moments de la réplication virale avec ces 2 molécules qui sont des molécules qui sont finalement correctement tolérées, sans effet secondaire, avec un traitement d'une durée relativement courte, si ces 2 molécules vont nous permettre de réduire la virémie, vont permettre de négativer plutôt les gens et faire en sorte qu'ils soient moins contagieux et qu'ils aient moins de symptômes, ben je prendrai le pari de le faire. Si maintenant on va arriver à traiter des patients qui sont déjà avec des symptômes pulmonaires qui sont relativement installés, c'est évident qu'à ce moment-là, le problème n'est plus la réplication virale, le problème c'est la maladie immunologique qui s'installe, la maladie inflammatoire qui s'installe. Donc oui, je pense qu'il y a un bon profil de personnes qui pourraient, ou de patients, qui pourraient bénéficier de ce traitement quand ils vont être traités très tôt avec une charge virale ou avec une réplication virale qui est vraiment débutante. Je pense que ça peut donner de bons résultats. Que penses-tu de la prophylaxie par chloroquine chez les soignants? Non, ça, j'adhère pas du tout. Non, j'adhère pas du tout à ça. Je suis vraiment pas une fan de cette attitude. Je n'en comprends pas beaucoup le rationnel. Et je n'en comprends pas beaucoup le rationnel. Et bon, voilà. Donc, peut-être dans le cadre d'une post-exposition chez quelqu'un qui a été exposé, qui n'était pas protégé, en attendant d'avoir une surveillance, en attendant d'avoir les PCR qu'on va lui faire, ou chez quelqu'un qui a été contact avec quelqu'un qui excrétait, qui toussait et qui vivait avec lui, peut-être en attendant d'avoir des résultats de PCR. Mais comme ça, moi, sincèrement, c'est une attitude que je ne cautionne pas. Mais c'est personnel, je veux dire. Aujourd'hui, on suit des recommandations qui sont des recommandations ministérielles, qui sont certainement basées sur des choses qui ont un rationnel. Vous m'avez demandé un avis, j'ai donné un avis personnel. Merci. Il y a une avant-dernière question. À quel rythme doit-on surveiller les dédimères chez les patients Covid positifs hospitalisés? Sincèrement, il faut que ce soit une surveillance qui est vraiment très étroite. Chez les malades qui s'aggravent, on peut même faire jusqu'à 2 fois par jour parce que si on se rend compte que le taux de dédimère passe de 1000 à 2000 en moins de 24 heures, on sait que c'est des gens qui vont pas bien aller et qu'il faut vraiment mettre dans une unité qui va être une surveillance très étroite et peut-être leur démarrer un traitement anticoagulant très très vite, ces patients. Donc, tout dépend du profil des patients. Si on est sur des patients qui sont relativement calmes, qui ne font pas de problème, on peut faire une surveillance tous les 2-3 jours et si la cinétique ne monte pas, arrêter et que le malade va bien, arrêter. Si on se rend compte sur la cinétique des patients qui vraiment commencent à mal aller, peut-être qu'il faudra faire des dosages jusqu'à 1-2 fois par jour pour leur proposer quelque chose si on est sur une tendance d'aggravation. Une petite question par rapport à ce que tu as présenté par rapport aux manifestations neurologiques. Donc, tu as parlé de Guillain-Barré, il y a eu des cas d'encéphalite Oui. Chez l'équipe strasbourgeoise où ils incriminent un mécanisme auto-immun directement. Immunologique. Tout du moins immunologique. C'est juste une petite c'est un accident cérébral ou une crise convulsive, on pense à un problème neurologique. Mais quand il s'agit d'une agitation, une confusion, on dit aux patients restez confinés et ils commencent à s'agiter, est-ce un petit signal d'alarme, est-ce qu'il faut ajouter avec les signes respiratoires pour le de la maladie? J'avoue que je n'ai pas très bien entendu la question. Mais si la question tourne autour des manifestations neurologiques, devant quoi il va falloir qu'on commence à s'inquiéter, maintenant on a bien compris que devant tout symptôme inhabituel chez quelqu'un en période d'épidémie,
il va falloir aller creuser un petit peu, que ça soit neurologique, que ça soit cutané, que ça soit digestif, que ça soit vraiment vraiment vasculaire. Vraiment, il va falloir y aller et ne pas hésiter à rentrer dans un cadre diagnostique associant RT-PCR et scanner, surtout chez les sujets qui sont un petit peu âgés. Ce sont eux qui vont avoir des tableaux qui sont des tableaux qui sont frustes, où ils vont pas beaucoup tousser, ils vont faire des manifestations autres que tousser, ou avoir des signes pulmonaires jusqu'au moment où ils vont arriver en insuffisance respiratoire. Donc oui, il faut être très vigilant devant tout symptôme inhabituel chez quelqu'un dans ce cadre aujourd'hui d'épidémie, bien sûr. J'ai, à titre anecdotique, la fille d'une de mes patientes que je suis pour un problème de lupus Sjögren, sa fille est en France et par contact, comme maintenant on fait beaucoup de télémédecine, elle me dit « Je suis désolée docteur, je vais vous envoyer des photos de ma fille qui a très mal au doigt. » Sa fille a 25 ans, elle est à Paris et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Et en fait, elle m'a envoyé les photos de des acrosyndromes un peu typiques qu'on a décrits il y a une petite dizaine de jours. Et je lui ai dit, écoutez, si elle n'a pas de maladie, elle n'a pas d'antécédent, qu'elle aille se faire tester. Elle était Covid positive. Donc voilà, on est dans un cadre de description d'une nouvelle maladie. Et puis surtout, on est dans un cadre d'épidémie. Ce qui change la donne. On ne réfléchirait pas comme ça si on était dans une maladie qui donne 20, 30, 40 maladies, 20, 30, 40 cas. Non, il est rétabli. On n'entend plus Madame la Présidente. Merci. Perdu. On entend. Oui, on n'entend plus. Moi, je sens. On va passer la parole à Rita pour répondre à quelques petites questions avant de conclure. Est-ce que vous m'entendez? On ne t'entend pas très bien, c'est assuré. Gisèle, j'ai la connexion qui commence à... Gisèle, tu es là? السلام قصة صاحبي مثل Gisèle. Gisèle. Bon. Allô? Une perte de connexion. Micro pour Island. Micro pour Madame Serradi. Vous m'entendez? Oui. Là, on t'entend. Mais c'est Leïla qu'on n'entend pas, en fait. Oui, c'est Leïla qu'on n'entend pas très bien. Leïla, c'est assuré. Rizlan, je pense que tu peux éventuellement répondre aux questions qui sont sur le chat. Je ne sais pas si tu les as. Non, je ne les ai pas, justement. Tu peux normalement... poser des questions? Donc là, c'est des petits... Je crois que c'est la connexion. Voilà, c'est bon. Vas-y, Leïla. Oui, vas-y, Leïla, c'est bon. Merci Zoula pour tous les éclaircissements. Rizlan, il y a à vous. Alors, quel traitement anti-agressif
syndrome coronaire aigu chez les patients Covid positifs. Je pense que ta question, c'est à propos de l'antiagrégation plaquettaire en post-syndrome coronarien aigu chez les patients Covid. Je pense que c'est ça. Si j'ai entendu moyennement ta question, comme chacun sait, la charge thrombotique dans le syndrome coronarien aigu est importante. Et d'autant plus quand il y a une infection au Covid, Dr Tiazi nous l'a bien expliqué que c'est à l'origine de complications thrombotiques assez sévères. Et donc, la double antiagrégation plaquettaire devrait être de mise. Maintenant, certains articles parlent du ticagrelor, puisqu'il aurait une action anti-inflammatoire et anti-agrégante plus importante. Et donc, maintenant, les données changent, peut-être qu'on entendra d'autres choses par la suite, mais je proposerai une agrégation plaquettaire avec une surveillance du taux de plaquettes. Il faut faire une surveillance assez prononcée du taux de plaquettes. Entendu? Atif, tu m'entends? Atif? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui, là. On continue. On va faire un peu la connexion. Je t'entends pas, Leïla. Tu as répondu à la question? Oui, j'ai répondu à la première question. La deuxième question, elle est par une mobilisation de la plaque. La perforation, en fait, vous avez vu la coronarographie, c'est des lésions qui sont athéromateuses. Le patient a une lésion au niveau de la branche marginale, il a des sténoses athéromateuses à deux niveaux, au niveau de l'IVA et au niveau de la diagonale. Donc, il y a un dépôt athéromateux. Maintenant, c'est vrai que le matériel que j'ai utilisé, je n'ai pas utilisé un ballon surdimensionné de vos couches. Je suis restée dans le rapport ballon artère inférieur à 1,3. Et probablement qu'il y a une fragilité capillaire du fait de l'inflammation peut-être qui aurait pu éventuellement expliquer cette perforation. En tout cas, j'ai jamais eu ça. Pourtant, on utilise des ballons qui sont avec un ratio plus important. Donc voilà, probablement qu'il y a une inflammation pariétale qui a fait que la paroi était plus fragile. Est-ce qu'il faut éviter la prescription d'IEC, une nouvelle prescription d'IEC chez les syndromes coronaires aigus Covid positifs? C'est difficile vu qu'on n'est pas devant un patient qui a une HTA où on peut plus ou moins changer le traitement par un autre antihypertenseur. Là, on est en post-infarctus et vous savez tous qu'on a besoin de diminuer la post-charge, on a besoin d'éviter le remodelage par les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Et comme on nous l'a expliqué hier dans la présentation du docteur Atoul, le mécanisme est très intriqué et donc en fait, on ne sait pas si en donnant des IEC, on peut être bénéfique ou délétère, mais en tout cas, les sociétés savantes préconisent le maintien de ce médicament. Donc, je dirais, on garde les IEC. Merci. Alors, Atef, une avant-dernière question pour toi. Est-ce que du docteur Benis, il faut continuer à parler de heart failure à fraction de j'arrive à le dire, HPF, juste on parle de deux unités, une fraction d'éjection au-delà de 50% et une fraction moins de 50%. J'ai pas bien entendu, Leïla. On continue de parler de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou bien plutôt parler de deux entités avec un cutoff à 50%, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection inférieure à 50% et insuffisance cardiaque à fraction d'éjection au-delà de 50%. Et alors, maintenant, on est d'accord sur la définition de l'insuffisance cardiaque à fraction réduite, moins de 40%. Entre 40 et 50, on sait que c'est une zone intermédiaire. Et puis, on a la fraction d'éjection
préservée, c'est au-delà de 50, mais quand on revoit un petit peu les études, il y a des études qui sont à partir de 45 et des études à partir de 50, donc on n'est pas d'accord. Donc, il y a certainement du travail à faire dans la définition même de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc d'établir le seuil. Probablement. Alors, si on fait ça, les sujets qui auront moins de 50 certainement vont bénéficier autant que les gens qui ont moins de 40. Probablement. On ne sait pas parce que quand on regarde des études dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, alors le plus souvent c'est moins de 40. J'avais un diapo qui montre ça. Il y a certains qui sont moins de 45, mais le plus souvent c'est moins de 40. D'ailleurs, des récentes études. Il y a même des études à moins de 35. Donc, définir l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée au-delà de 50 ou au-delà de 45, c'est ça, c'est là la difficulté. Donc, il y a une différence entre les sociétés savantes, entre 45, entre 50, et même dans les recommandations de 2016, quand on classe l'insuffisance cardiaque, on met le 40-50 comme une entité intermédiaire, et donc au-delà de 50, probablement qu'on va aussi travailler sur la définition de l'insuffisance cardiaque et sa classification dans les prochaines recommandations. Ça, c'est certain. Deuxième point que j'ai vu deuxième point, c'est que actuellement, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, l'inhibition de l'anéphrésine est une voie incontournable. Alors, il y a eu des questions sur les patients naïfs. On en a parlé parce que dans les deux études qui sont sorties l'année dernière, il y avait pas mal de patients naïfs et donc le traitement est positif chez ces patients. Et très probablement dans les prochaines recommandations, il y aura donc une place de ce médicament qui va monter donc dans l'escalade thérapeutique, certainement en première intention avec les bêta-bloquants. Une question d'ordre pratique, dans la vraie vie, on arrive difficilement à optimal fois par hypotension. Est-ce qu'on est quand même, est-ce qu'on reste efficace malgré ça, malgré le fait qu'on soit sous la dose maximale du pério? Est-ce qu'on reste efficace en termes de bénéfices sur la fonction VG? Alors, c'est là l'intérêt des unités thérapeutiques, bon, heureusement qui commencent à voir le jour aussi dans notre pays, donc pour essayer d'optimiser le traitement. Et donc, pour optimiser le traitement, il faut ajuster non seulement des fois, il faut baisser un petit peu les diurétiques pour avoir un petit peu de tension pour pouvoir monter un peu le traitement. Parce que si vous gardez vos patients sous forte dose de traitement diurétique, vous n'allez pas pouvoir augmenter la dose. Et donc, vous pouvez avoir même le problème qu'a cité le professeur Bouche tout à l'heure de l'hyponatrémie. Donc, quand vous avez des patients comme ça, probablement il va falloir peut-être réduire un petit peu votre dose de diurétique de façon un petit peu progressive pour pouvoir augmenter optimiser. Parce qu'il faut arriver à cette dose de 200 fois 2. Si vous ne pouvez pas, bon, si vous êtes à 100 fois 2, donc c'est déjà pas mal. Mais il faut toujours arriver aux doses optimales, ça aussi bien pour ce traitement que pour les bêta-bloquants et pour bien sûr les autres traitements. Il y a un effet antiarythmique, oui, tout à l'heure, diminution de la mortalité globale, de la mortalité cardiovasculaire, de la mort subite. Donc, Madame Abdalim, son fait, l'équipe de rythmologie peuvent aussi, d'ailleurs, il y a eu pas mal de communication et un SAPO l'année dernière de M. Jenkins sur ce sujet. Il y a un effet antiarythmique qui est indirect par l'amélioration de l'hémodynamique chez ces patients. Donc, ça d'une part. D'autre part, il y a aussi l'effet anti-inflammatoire, donc l'effet antifibrosant. Et donc, tout ceci concourt à donner à ce traitement donc, un intérêt, bien sûr, chez des propriétés, on ne va pas dire anti-arythmiques directes, mais indirectes qui passent par le biais d'une amélioration hémodynamique, mais aussi d'une amélioration donc, de l'état pro-inflammatoire chez ces insuffisants cardiaques.
Enfin, une dernière petite remarque, question que tu peux commenter du docteur Rachida Bourouche qui parle de synchroniser quand on a une dysfonction ventriculaire gauche sévère, qu'on n'attend pas l'efficacité de l'upério pour chez des malades qui sont programmés pour une resynchronisation, donc qu'il faut les resynchroniser au plus vite et ne pas attendre de voir si l'upério est efficace. Oui, alors dans les recommandations de 2016, on n'attend pas l'efficacité de l'upério parce que l'upério arrive en troisième étape et au même titre que la resynchronisation. C'est-à-dire arriver à cette étape, c'est-à-dire sous IEC bêta-bloquant anti-aldostérone avec un petit peu de diurétique, si on a des patients symptomatiques et ici, ils ont un bloc gauche, notamment avec un QRS large, là, il y a indication incontestable de resynchroniser. On peut les resynchroniser aussi, les proposer pour resynchronisation et mettre ces patients sous upério. L'une n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire on ne va pas attendre est-ce que le patient, est-ce que le traitement est efficace. Ça c'est pour le traitement IEC bêta-bloquant anti-aldostérone. Ça, si on se fie bien sûr aux recommandations 2016. Pour les Américains, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une fois votre patient est sorti de la stabilité, donc vous allez réfléchir à lui proposer différents traitements en fonction de sa fréquence cardiaque, si vous voulez lui donner l'ivabradine, de sa largeur de QRS, s'il a un bloc gauche pour le resynchroniser. Pensez à lui mettre un DAI si bien sûr l'indication est là, donc ça c'est donc s'il y a une indication rythmologique à ça. Chez les patients qui sont sous DAI, il est aussi intéressant d'avoir ce traitement en plus. Il serait plus intéressant chez ces patients que les patients qui n'ont pas ce traitement. Donc, mes amis, les rythmologues, notamment Simo Safir, Madame Abdali et tous les imminents rythmologues que nous avons dans notre pays, Madame Bourgouche, Monsieur Ali, donc pourront enrichir cette discussion dans d'autres réunions, Inch'Allah. Merci Atif, merci pour ta contribution. Je vais poser une dernière question pour terminer sur le Covid à Rizlen. Et ces conditions, et comme on est au Maroc, qu'en est-il des précautions à prendre quand on n'a pas une salle dédiée au Covid, une salle de caté dédiée au Covid? Quelles sont les précautions à prendre? En fait, il faudrait qu'on change notre manière de faire. Il faudrait qu'on réfléchisse risque infectieux. Et donc, il faudrait si on a une seule salle de caté, il faudrait qu'on trie les patients avant. Nous, par exemple, on réalise un scanner depuis ce cas, on réalise un scanner thoracique avant d'admettre le patient. On a le privilège d'avoir un centre de radiologie juste à côté, donc ça prend pas beaucoup plus de temps. Maintenant, une fois le patient est admis, il faudrait scinder les gens qui sont à l'intérieur de la salle des autres qui sont à l'extérieur. Et puis, il faut bien équiper le personnel, tout le personnel, non seulement les gens qui sont tenus. Le personnel doit être habillé en casaque, sur chaussures, visière et masque FFP2. Et puis, ce personnel ne devrait pas sortir de la salle qu'une fois la procédure terminée, et auquel cas, on réalise une désinfection totale juste après. Merci Rizlen, merci Zoubida, merci Atif. Je pense que notre session touche à sa fin. On a fait un petit peu le tour des questions posées. La session a suscité beaucoup de questions et vous avez participé avec brio comme à votre habitude. Donc, merci à nos trois éminents orateurs. Merci d'avoir accepté à la va-vite notre invitation. Merci au laboratoire Novartis de nous avoir permis de nous réunir en e-conférence sur cette belle plateforme. Merci aux participants. On a été plus de 200 personnes. Là, on est encore à 120 personnes. Bravo pour votre assiduité. Bravo pour vos encouragements. Restez confinés. Prenez soin de vous dans ce contexte et pour de cette catastrophe sanitaire qui touche le monde entier. Merci donc à tous. N'oublions pas notre prochain rendez-vous, le prochain rendez-vous de la Société marocaine de cardiologie le 21 avril où notre amie Zoubida va réintervenir
Il faut que j'innove. Professeur Ariel Cohen et du professeur Heikel. Donc, merci, un grand merci et un grand merci pour tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Prenez soin de vous. OK. Merci. Merci. Merci à vous.